Bonjour à tous et bienvenue dans NTD le journal. Voyons maintenant les grands titres de l'actualité chinoise de ce mardi 3 juillet. Sans nouvelles de Zhong Dingbang depuis 15 jours. Torturée pour ses croyances, une jeune fille devient un squelette vivant avant de mourir. Le 2 juillet, lors d'une conférence de presse, les autorités taïwanaises ont annoncé que Zhong Dingbang était détenu au bureau de la sécurité nationale de Ganzhou et qu'il était en sécurité. Toutefois, un législateur du Kuomintang a exprimé ses doutes quant à l'exactitude de l'information fournie par le régime chinois, tandis qu'une avocate des droits de l'homme du Falun Gong pressait Taïwan de s'impliquer davantage dans la sécurité des pratiquants de Falun Gong taïwanais. Après 15 jours d'angoisse, la famille de Zhong Dingbang a supplié en pleurant le gouvernement de Taïwan d'aider leurs proches à rentrer à Taïwan. J'ai confiance dans le gouvernement. Je crois que le gouvernement va secourir mon mari. J'implore l'aide du gouvernement. Lors d'une conférence de presse le 2 juillet, les autorités taïwanaises ont annoncé que Zhong Dingbang était placé sous surveillance au bureau de la sécurité nationale de Ganzhou. Mais le législateur Zhu Xingning doute de cette déclaration. La situation et l'état de Zhong Dingbang ont été communiqués par le régime chinois, mais aucun responsable taïwanais n'a pu s'entretenir personnellement au téléphone avec Zhong Dingbang. Le PCC a répondu qu'il était soupçonné d'avoir commis un crime. Pouvez-vous accepter cela? On ne peut pas accepter ça. Quel genre de délit ou de crime a-t-il commis pour être détenu 15 jours? Selon Zhu Xingning, la protection personnelle doit être la base de la confiance mutuelle entre Taïwan et la Chine. Le cas de Zhong Dingbang est un test de confiance et un test des accords interdétroits d'assistance mutuelle entre les deux pays. Selon Chu Wangqi, le porte-parole des avocats des droits de l'homme du Falun Gong de Taïwan, Taïwan devrait s'impliquer davantage en ce qui concerne la sécurité personnelle des pratiquants de Falun Gong taïwanais qui se rendent en Chine. Des centaines de milliers de personnes pratiquent Falun Gong à Taïwan. Le gouvernement de la République de Chine ne peut pas ignorer la question de la sécurité personnelle des pratiquants de Falun Gong de Taïwan en Chine continentale. Que le législateur du parti au pouvoir tienne une conférence de presse et appelle le gouvernement à secourir M. Zhong Dingbang, je trouve cela très positif. Chu Wangqi a également rappelé au gouvernement taïwanais que Zhong Dingbang a été arrêté par le Comité des affaires législatives et politiques, dirigé par une faction opposée à Hu Jintao. Cet incident se produit peu avant le 18e congrès national du PCC qui devra nommer un nouveau dirigeant du parti. Chu Wangqi a pressé le gouvernement taïwanais de traiter cette question avec sagesse. Nouvelle NTD, Taipei. Le pratiquant de Falun Gong, Zhong Dingbang, a été accusé de mettre la sécurité nationale chinoise en danger. Les médias du PCC prétendent que Zhong Dingbang a piraté le système de télévision. Par la suite, un grand nombre d'avocats des droits de l'homme et d'activistes chinois se sont proposés de venir en aide à Zhong Dingbang. Le média officiel du PCC a dit à tout le monde qu'il est un pratiquant de Falun Gong, plus spécifiquement un pratiquant de Taïwan. Il a aidé les Chinois à défendre leurs droits fondamentaux et à connaître la vérité. L'activiste des droits de l'homme de Chine continentale a dit que M. Zhong est non seulement un héros pour Taïwan, mais aussi pour la Chine. Le chef du comité des affaires politiques et légales, Chu Yongkang, a essayé de gêner Hu Jintao et Wen Jiabao, mais son action a révélé un ensemble d'évidences. Aussi, cette question a suscité encore plus d'attention. Au cours des 13 dernières années, le Comité des affaires politiques et légales et le Bureau 610 contrôlaient les organes de la sécurité publique pour réprimer le Falun Gong. Cette persécution est caractérisée par une violence brutale. À présent, le Comité des affaires politiques et légales, dirigé par Chu Yongkang, fait face à la sanction réclamée par le public chinois. Cela endommage les relations interdétroits. Leurs actes détruiront leur propre image internationale à travers le monde. En raison de ces crimes, le Comité des affaires politiques et légales devrait être radié du PCC avant le 18e congrès du peuple. Aussi, peu importe ce qu'ils font, ils se rendent encore plus coupables eux-mêmes. Selon Chu Wangqi, le cas Zhong Dingbang est également un test sur l'aptitude du gouvernement taïwanais à protéger ses citoyens.
J'espère que le gouvernement de Taïwan pourra désigner des avocats pour assurer la sécurité de M. Chang Ding-bang. Deuxièmement, j'espère que ses proches pourront lui rendre visite sans aucune menace ou surveillance. Troisièmement, j'espère que M. Chang Ding-bang pourra appeler sa famille chaque jour. Mais à ce jour, aucune de ces demandes n'a été satisfaite. Les choses prennent de plus en plus d'ampleur et si le gouvernement taïwanais ne fait rien et que personne ne se lève pour lui, alors le PCC fera tout ce qu'il veut. La famille de Chang Ding-bang et son avocat ont contacté au moins 39 ambassades étrangères afin d'attirer l'attention sur la Chine. Amnesty International devrait également publier un avis urgent au niveau mondial demandant la libération immédiate de M. Chang. Sa famille espère que Taïwan réussira à le secourir grâce au soutien et à la pression de la communauté internationale. Nouvelle NTD, Taipei. Wang Xia, pratiquante de Falun Gong de la Mongolie intérieure, largement rapportée par les médias internationaux, est décédée le 15 juin après 13 ans de persécutions menées par les autorités communistes chinoises. Après de longues années de torture inhumaine, plusieurs organes de Wang Xia ont été affectés et son corps est devenu squelettique. Wang Xia est originaire de la ville de Bayanour. En novembre 1999, elle a été détenue au camp de rééducation par le travail pour femmes de Mongolie intérieure. Elle est la première pratiquante de Falun Gong à avoir été persécutée dans un camp de travail de la région. Par la suite, Wang Xia a été kidnappée, détenue et soumise à de nombreuses reprises à toutes sortes de tortures par la police. En août 2002, Wang Xia a été condamnée à 7 ans de prison. Au cours de son emprisonnement, elle a subi des chocs électriques, des abus sexuels, des injections de drogue inconnues et un gavage forcé pendant 2 ans. Elle a été suspendue pour être battue et on lui a enfoncé des épingles dans les ongles. Elle a failli perdre la vie à plusieurs reprises. Selon certaines sources, la police avait l'intention de l'incinérer vivante. En juin 2004, quand le médecin a annoncé que Wang Xia n'aurait plus que 2 ou 3 jours à vivre, elle a été transportée à son domicile. Cette fille, autrefois jeune et belle, était devenue un squelette vivant. Son poids était tombé de 55 kilos à 20 kilos. Elle a même perdu la mémoire et elle était incapable de bouger. Grâce aux exercices du Falun Gong, elle s'est rétablie progressivement. Le cas de Wang Xia a été largement rapporté par les médias internationaux, mais le bureau 610 de Linghe, les organes juridiques et la sécurité publique locale l'ont de nouveau mise en prison jusqu'à la fin de sa peine. Le matin du 27 avril de cette année, des policiers sont entrés chez elle et l'ont enlevée une nouvelle fois. Le 7 juin, Wang Xia a présenté des symptômes aigus d'insuffisance rénale, de défaillance des organes viscéraux et d'hémorragie cérébrale. Elle est tombée dans le coma. Le 15 juin, Wang Xia est décédée à l'âge de 38 ans, laissant ses parents, son mari et ses 2 jeunes enfants dans le deuil. Nouvelle NTD. La joueuse de tennis chinoise Li Na, championne de Roland-Garros en 2011, semble être manipulée par l'association tennis chinois qui l'a, sans l'en avoir informée, inscrite comme partenaire de match en double lors des Jeux Olympiques de Londres. Li Na n'avait pas prévu de jouer en double et se sent mal à l'aise face à cette situation. Mais en Chine, le sport reste un service rendu à la domination totalitaire du Parti communiste. Dans le système sportif actuel, les athlètes chinois échappent difficilement au contrôle de la nation. Voyons notre dossier interdit du jour. Après les Jeux Olympiques de 2008, Li Na a quitté l'équipe nationale chinoise de tennis. Elle s'est ensuite consacrée sur son jeu en solo. Mais le 27 juin dernier, le nom de Li Na a été repris sur une liste publiée par la Fédération internationale de tennis. En plus des matchs solo, elle a été nommée comme partenaire de Zhang Shuai pour les matchs en double. Selon Li Na, personne ne lui a encore demandé de jouer des doubles. Elle ne sait pas pourquoi l'association chinoise de tennis veut qu'elle joue des doubles. Li Na a joué en double pour la dernière fois en 2007 lors de l'Open d'Australie. Les matchs de tennis des Jeux Olympiques de Londres arrivent dans un mois. Li Na a confié aux médias qu'elle espérait bien faire lors des Jeux de Londres. Mais l'attitude de l'association chinoise de tennis semble la décevoir, mais selon elle, cela ne la dérange pas de jouer des doubles. Zhu Bin, un ancien basketteur chinois, souligne que dans le système sportif actuel en Chine, les athlètes échappent difficilement au contrôle du PCC. 你人属于国家 ，OK， 你为国家而牺牲，为国家做贡献，这是天经地义的事情。但是在西方，我人是第一的 ，OK， 我人可以为你国家服务，我有权利，但是在中国做不到。
Le 12 mars dernier, Lina avait confié lors d'une conférence de presse de l'association du tennis féminin qu'elle n'était pas là pour le pays. Cela a attiré l'attention des médias et gagné le soutien des internautes. Zhu Bin souligne qu'en Chine, le sport revient à servir le totalitarisme du PCC. Si vous ne respectez pas les intérêts du PCC, il vous est absolument impossible de vivre. 林娜虽然她也说过一些比较有个体独立啊，或者是个人就是有一些见地啊，但是本质上她不会去违背这个国家的利益。如果她和国家利益产生冲突的话，她必须要牺牲的。在中国的运动员里面，她是有激情的，她懂得网球的意义，她懂得运动的意义。 Zhu Bin a poursuivi en disant que sans les restrictions et les arrangements intentionnels du PCC, Lina serait encore plus remarquable. 这个体制就是这样的，它是就是个体服从组织，服从国家，对不对？然后你在关键的时候你要为国争光。如果这个体制不彻底解决，不被打破，那么这样的事情就是持续一年一代。 一直会发展下去，你以后李娜、王娜、赵娜都会遇到这样子的问题。 Lors des championnats de Wimbledon cette année, Lina s'est inclinée 2-7 à 0 face à Sorana Christie. Depuis 2 ans maintenant, Lina est éliminée de Wimbledon au second tour. Pour Zhu Bin, la compétition devient de plus en plus intense et il y a de nouveaux joueurs. Donc il est tout à fait normal que Lina soit arrêtée au second tour. 只要她一旦就是说拿到一次冠军，那 会有很多人会研究他的打法，是吧？他要想在这一直要保持不败的余地，那是非常困难的，或者是说也不大可能的事情。因为现在在网坛上，就比他就是怎么说呢？比他成绩更好的人，同样也会输球。 Lina a révélé aux médias qu'elle allait rentrer à Pékin avant les Jeux Olympiques et qu'elle serait en Allemagne le reste du temps. Elle ne s'entraînera pas avec l'équipe nationale à Nanjing. Le 21 juillet, elle se rendra à Londres pour se préparer. Depuis que Lina a remporté l'Open français, sa performance remarquable a attiré l'attention de nombreux sponsors et elle a signé 7 contrats. À la mi-juin, Lina se trouvait à la 81e place de la liste Forbes des sportifs les mieux payés avec 18,4 millions. Elle est la seule athlète chinoise à se trouver sur cette liste. Dossier interdit, NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Reste humain découvert à Montréal. Appartiendrait-il à Junling? Ce week-end, les autorités montréalaises ont découvert de possibles restes humains qui pourraient être en rapport avec l'affaire Magnota. Les restes ont été localisés au parc Angrignon, dans le sud-ouest de Montréal. Selon la police, cette piste leur a été fournie suite à une information que les enquêteurs ont reçue en travaillant sur le dossier Magnota. Tout ce que la police a confirmé, c'est que les restes n'étaient pas dans l'eau, mais tout près de l'eau. Suite à cette découverte, des analyses ont été faites pour savoir si les restes appartiennent à la victime Junling. On se rappelle que certaines parties de son corps, comme sa tête, manquent toujours. La famille de la victime a été avisée de ces récents développements. Le parc Angrignon a une superficie de plus de 110 hectares et situé seulement à 15 minutes en voiture du quartier Côte-des-Neiges, quartier où Magnota résidait avant de prendre la fuite pour l'Europe. L'efficacité de la fessée justifiée est réexaminée. La punition physique comme moyen d'intervention pour administrer la discipline aux enfants est de plus en plus controversée et elle est remise en cause. Certains sont en faveur du recours à la fessée, d'autres contre, et il y a toujours les indécis. Denise Arnould se souvient d'avoir donné quelques petites tapes sur les fesses ou les mains de son enfant. Mais c'est chose du passé. Maintenant, elle n'y croit plus. Ce n'est ni valable ni nécessaire. Il le sait lorsqu'il m'a déçu et vice-versa. Selon de nouvelles études, la discipline corporelle peut entraîner des problèmes plus tard dans la vie. Les chercheurs ont examiné des données provenant de près de 35 000 adultes américains. Selon leur rapport, les personnes qui avaient été poussées, bousculées ou frappées dans leur enfance étaient plus susceptibles de souffrir de dépression, de dépendance à la drogue ou à l'alcool et de troubles de la personnalité. Bien des gens diront qu'ils ont été frappés, mais que ce ne fut non conséquent. Si nous voulons faire appel à des décisions éclairées, fions-nous plutôt aux recherches. Certains se souviendront sans doute qu'il était de mise autrefois de discipliner un enfant par des coups de règle ou des lanières de cuir. Pour plus de 30 pays, le droit de correction par la force explicite des parents a été abrogé, mais pas au Canada ni aux États-Unis.
Il est encore problématique d'identifier ce qui est socialement accepté. Les avis sont partagés. Je ne frappe pas mon chien, alors pourquoi frapperais-je mon enfant? Si vous pensez devoir lever la main sur votre enfant, que lui enseignez-vous? Ça ne m'a fait aucun tort, excusez-moi, et mes enfants ont bénéficié d'une bonne formation aussi. Le docteur Afifi affirme que beaucoup de parents voient la nécessité de frapper leur enfant, justifiant que c'est raisonnable, éducatif, nullement endommageable pour l'enfant et ne peut nuire. Elle espère que les résultats de ces nouvelles recherches vont changer les mentalités et encourager les parents à adopter des méthodes de formation plus éclairées, telles que le renforcement positif. Quelqu'un apprécie-t-il la nourriture de l'hôpital? Nous connaissons toutes ces histoires à propos d'aliments fades et peu appétissants. Et dans certains cas, il s'avère que la nourriture n'est même pas saine. Ce reportage nous explique pourquoi. Un gros morceau de pomme de terre, un menu qu'on ne veut même pas lire. La nourriture à l'hôpital est affreusement célèbre. Cuillère de pâte blanche, substance visqueuse brune. Mais pourquoi faut-il que ce soit si peu appétissant et malsain? Voici Monica Kidd, médecin de famille. Elle en a entendu des plaintes lorsqu'il était question de nourriture à l'hôpital. Mais il n'y a pas si longtemps, Kidd a été hospitalisée après la naissance de son fils. Un séjour qui incluait un régime à base de produits faibles en nutriments. Au petit déjeuner, du pain perdu fait la veille, ça permet de s'arrêter une seconde et de se demander pourquoi ils font ça. Donc si les patients et même les docteurs ne peuvent pas digérer la nourriture, pourquoi les hôpitaux canadiens ne s'améliorent pas à ce niveau? Paul Bernier est une diététicienne qui a coécrit une étude nationale sur la nutrition dans les hôpitaux. Le défi est d'avoir un budget adéquat pour acheter de la nourriture de qualité. Bernier déclare que la plupart des hôpitaux canadiens sont à court d'argent et dépensent en moyenne 8 $ par patient par jour en termes de nourriture. Cela doit couvrir 3 repas et 2 collations. Joshna Maharaj est une avocate spécialisée dans l'amélioration de la nourriture dans les hôpitaux canadiens. Elle estime que 30% de celle-ci finit à la poubelle. Ce sont vraiment des aliments industriels, ce n'est pas sain du tout. Maharaj argumente que la nourriture appétissante réduit les pertes et améliore les gains à long terme. Elle croit aussi que de la nourriture saine améliore la santé du patient. Lorsque les repas sont décevants, l'expérience est pire. Tout comme Monica Kidd, elle déclare que le temps est venu pour les hôpitaux de donner l'exemple. C'est une opportunité pour nous de montrer aux patients que de petits changements peuvent être faits. Parce que Kidd pense que de petits changements alimentaires peuvent aider le patient à guérir plus vite et mieux. Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. République tchèque, commémoration des victimes du communisme. Avant de s'appeler la République tchèque, la Tchécoslovaquie a pendant de nombreuses années été soumise au régime dictatorial communiste dont les crimes ont causé de nombreuses victimes. Cette année, à la date anniversaire de l'exécution de la militante pour la démocratie, Milada Horáková, des représentants du gouvernement tchèque se sont réunis pour rendre hommage aux victimes de l'ancien régime communiste et dénoncer leurs nombreuses exactions. En République tchèque, une atmosphère solennelle entoure ce cérémonial aux victimes de la période communiste à Prague. De hauts représentants du gouvernement ont rendu hommage aux victimes du régime communiste tchécoslovaque en déposant des couronnes de fleurs et en dénonçant les crimes de cette période sombre de l'histoire du pays. Selon le vice-président du Sénat tchèque, les crimes communistes ne sont pas limités aux camps de travail ou aux exécutions sommaires. Ils ont aussi entraîné la destruction du caractère humain et la dégradation de l'environnement. Il est nécessaire de rappeler à chacun la destruction de l'environnement naturel et de nombreux symboles culturels importants, mais aussi l'éducation déviée qui a conduit au mensonge et à la tromperie, poussant les gens dans la passivité et le manque d'indépendance. Des dizaines de millions de personnes innocentes ont été sacrifiées sur l'autel de cette utopie communiste. Le maire de Prague a souligné le caractère particulier des mensonges communistes.
Les communistes étaient, sont et seront toujours des menteurs. Ils n'épargnent aucun mensonge dans leur soif de pouvoir. Selon la première adjointe du gouvernement tchèque, la République tchèque, mais aussi d'autres pays libres, ont l'obligation de soutenir les prisonniers politiques dans les pays totalitaires. Les différents intérêts économiques ne devraient pas faire oublier que les crimes des régimes totalitaires se poursuivent dans différentes régions du monde. Ils devraient aider à contenir ces régimes et à aider les gens à se battre pour la liberté dans ces pays. Ce jour de commémoration des victimes de l'ère communiste coïncide avec l'anniversaire de l'exécution de Milada Horáková, une célèbre militante pour la démocratie et membre du Parlement tchèque à la fin des années 40. Nouvelle NTD Prague, République tchèque. Des chercheurs italiens ont annoncé l'une des plus grandes découvertes de la science physique depuis la découverte des antiparticules. Les chercheurs des laboratoires Gran Sasso dans le centre de l'Italie ont observé que les neutrons peuvent entrer et sortir d'un univers parallèle. Selon les chercheurs, ces découvertes pourraient mener à l'invention d'applications qui pourraient révolutionner notre environnement quotidien. Des particules microscopiques qui entrent dans un univers parallèle et en ressortent. À première vue, cela ressemble à de la science-fiction, mais les chercheurs du laboratoire national de Gran Sasso en Italie possèdent des preuves qui suggèrent que les neutrons peuvent entrer et sortir d'univers parallèles. En 2006, je pense, il avait déjà été suggéré que les neutrons, les particules dont nous sommes faits, dans leur forme libre, peuvent être transformés en particules de ce monde parallèle, un monde miroir. Avec une bonne vitesse, cela veut dire que pendant une seconde, ce qui est plus court que la stabilité du neutron et de son temps de déclin, qui est de 10 minutes. Les physiciens Zurab Bereziani et Fabrizio Nesti ont réanalysé les données expérimentales d'un laboratoire français sur la perte anormale des neutrons libres. It consists of filling by ultra-cold neutrons. Cela consiste à attraper des neutrons dans des températures inférieures extrêmes et stocker ces neutrons pendant 300 secondes. Ensuite, on ouvre et on compte le nombre de neutrons restants. Un champ magnétique est appliqué en utilisant différentes forces et différentes directions et on peut vérifier le temps de stockage des neutrons et si ces neutrons sont sensibles au champ magnétique. La signification du voyage des neutrons dans des univers parallèles pourrait révolutionner la physique et trouver des applications pratiques. So importance will be great. I think that it will be biggest discovery after discovery of antiparticles. Cela a une grande importance. Je pense que ce sera la plus grande découverte après la découverte des antiparticules. Et l'importance sera énorme parce que alors nous aurons des connaissances clés en astronomie, en astrophysique et en géophysique. Cela veut dire que nous pouvons connaître l'existence d'une matière noire et nous pouvons aussi peut-être tirer de l'énergie de cette source. Cela peut avoir des implications fondamentales en physique. Cela peut avoir de grandes applications dans notre vie quotidienne. Le laboratoire national de Gran Sasso est l'un des principaux centres de recherche souterrains au monde, rassemblant des scientifiques de plus de 20 pays. Chaque jour, les laboratoires du CERN de Genève envoient des rayons de neutrinos sous la surface de la Terre vers Gran Sasso à des fins expérimentales. Nouvelle NTD, L'Aquila, Italie. Dans le centre-ville de Singapour, le parc Gardens by the Bay vient de présenter à son public ses super arbres, des structures de 25 à 50 mètres de haut, abritant des espèces végétales du monde entier. La cérémonie d'inauguration de ce parc a été marquée par un concert du chanteur américain Jason Mraz. Des super arbres abritant plus de 200 espèces de plantes ont été présentés au public vendredi dernier au parc Gardens by the Bay à Singapour. Ces 11 structures mesurent de 25 à 50 mètres de haut et abritent des espèces venues de pays comme le Brésil, Panama et le Costa Rica. Andrew Grant, l'architecte à la tête de ce projet, explique qu'il s'est inspiré directement de la nature.
Les vrais arbres génèrent de l'énergie à partir de la lumière du soleil, c'est une de leurs principales fonctions. Ils produisent de l'oxygène, ils sont essentiels au monde et à la vie. Et ici, dans ces super arbres, la grande idée était de mettre des cellules au sommet qui puissent produire de l'énergie et contribuer à l'empreinte énergétique globale du projet. La nuit, les super arbres s'illuminent. Selon les organisateurs, l'électricité qui alimente les arbres est générée uniquement par les panneaux solaires installés au sommet des structures. Le chanteur pop américain Jason Mraz a donné un concert lors de l'inauguration. Ce jardin vertical, vous voyez exactement ce que c'est. Dans ce monde où l'espace est limité, nous pouvons encore nous étendre à la verticale. Nous pouvons faire grandir des plantes en l'air, nous pouvons faire pousser des fruits tropicaux et des arbres qui n'utilisent que quelques centimètres de terre. Les gens se plaignent souvent. Nous n'avons pas assez de place pour faire pousser. Mais si vous regardez ces super arbres ici et à tous ces nouveaux projets, soudain, vous vous dites, je pourrais faire cela sur mon toit, ou dans ma cuisine, ou dans ma petite cour à côté de ma maison. Les visiteurs se sont précipités pour venir voir les couleurs resplendissantes de ces super arbres. C'est très beau, c'est comme dans Avatar, c'est comme un conte de fées ici. Selon les organisateurs, le parc Gardens by the Bay de Singapour, qui abrite aussi des musées réfrigérés et des jardins avec différents thèmes, a pour but de redonner un peu de verdure au milieu des gratte-ciel du centre-ville. Intéressons-nous maintenant à la culture traditionnelle chinoise. Vous avez peut-être déjà entendu parler des courses de bateaux-dragons. Vous avez peut-être déjà eu la chance de voir filer ces longues embarcations richement décorées au rythme de rameurs effrénés. Mais pourquoi ces bateaux sortent-ils à une date bien précise? D'où vient cette tradition? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Le 5e jour du 5e mois lunaire, les Chinois célèbrent la fête des bateaux-dragons. On pense que cette fête a été inspirée par l'ancien poète chinois Qu Yuan. Qu Yuan était ministre dans l'état de Chu pendant la période des royaumes combattants il y a plus de 2000 ans. En raison de son soutien pour la guerre contre l'état de Qin, Qu Yuan a été critiqué et exilé. Au cours de son exil, Qu Yuan a composé des poèmes montrant sa loyauté envers son pays. En 278 avant Jésus-Christ, avant que l'état de Qin n'occupe toute la Chine, Qu Yuan a décidé de se noyer dans une rivière plutôt que de voir son pays envahi. Lorsque les habitants de la région ont appris la mort de Qu Yuan, les pêcheurs ont arpenté la rivière en jetant des aliments traditionnels dans l'eau pour attirer les poissons et les empêcher de manger le corps du poète. Aujourd'hui, les Chinois commémorent le patriotisme du poète à l'anniversaire de sa mort en faisant des courses de bateaux-dragons et en mangeant des plats traditionnels. Cette tradition est toujours très vivante en Chine. Dans la ville de Tainan, le maire applique une goutte de peinture dans l'œil du dragon. Selon la tradition, cela donne vie au dragon avant le départ de la course. Aujourd'hui, les bateaux-dragons sont tous décorés avec des motifs élaborés. Ces bateaux-dragons sont si beaux, les couleurs sont si vives. Avec la porte du palais de l'impératrice céleste derrière, ils sont si beaux. Cela rend les gens heureux. Cette année, à Tainan, près de 180 équipes ont concouru, incluant 16 équipes de pays étrangers. À Chiayi, 36 équipes étaient en compétition. Une autre compétition a eu lieu sur l'île Jinmen, la partie du territoire taïwanais la plus proche de Chine continentale. Sur le lac de la Double Carpe, 2 embarcations jaunes ont attiré l'attention des spectateurs. L'une d'entre elles appartenait aux étudiants de l'université Xiamen de Chine continentale. L'autre équipe était composée d'étudiants de l'université Jinmen. Bien que complètement trempés, ces jeunes étudiants de 18 ou 19 ans ont continué de ramer avec tout leur cœur. Les rames s'enfoncent profondément, ça éclabousse, du coup nous sommes toutes trempées. Chaque fois après l'entraînement, nous sommes toutes trempées, même le soir, nous sommes habitués. Lorsqu'on monte sur le bateau, parfois il n'est pas équilibré et il se renverse. Tout le monde était nerveux, mais il faut surmonter ce genre d'obstacle mental. L'équipe de l'université Xiamen a pris les devants, mais les étudiants de l'université Jinmen suivaient de près. Au début, les filles n'étaient pas très sûres de vouloir participer à cette course. Le soleil tape dur et les filles ne veulent pas s'exposer au soleil. Et pour préserver leur maquillage, elles ne veulent pas aller dans l'eau. Les professeurs et les étudiants de Chine continentale ont saisi cette rare occasion de visiter la fête des bateaux-dragons en territoire taïwanais. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité.
Le 2 juillet, lors d'une conférence de presse, les autorités taïwanaises ont annoncé que Zhong Dingbang était détenu au bureau de la sécurité nationale de Ganzhou et qu'il était en sécurité. Toutefois, un législateur du Kuomintang a exprimé ses doutes quant à l'exactitude de l'information fournie par le régime chinois, tandis qu'une avocate des droits de l'homme du Falun Gong pressait Taïwan de s'impliquer davantage dans la sécurité des pratiquants de Falun Gong taïwanais. Wang Xia, pratiquante de Falun Gong de la Mongolie intérieure, largement rapportée par les médias internationaux, est décédée le 15 juin après 13 ans de persécution menée par les autorités communistes chinoises. Après de longues années de torture inhumaine, plusieurs organes de Wang Xia ont été affectés et son corps est devenu squelettique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.